L'écho des cendres. Prologue, le silence de l'espace. Le silence de l'espace n'est pas une absence de bruit. C'est une attente. Une respiration suspendue entre deux battements de cœur cosmiques. Pendant des siècles, l'humanité crut que le vide était un désert. Un océan noir et stérile où elle pourrait s'étendre sans limite, bâtir son empire sur les ossements de mondes morts. Elle s'y répandit comme une traînée de poudre, élevant des cités de verre sur des lunes gelées, suspendant des stations fragiles dans l'infini comme des lampions d'espoir dans l'obscurité absolue. Nous étions si fiers. Si confiants dans notre expansion, notre technologie, notre destinée manifeste parmi les étoiles. Les colonies fleurissaient, Nouvelle-Genève sur Titan, les mines des hélium-3 de Triton, les fermes orbitales de la ceinture. 57 mondes. 312 stations. 8 milliards d'âmes dispersées dans le vide. Mais la Ligue des Ombres n'était pas un mythe. Les premiers rapports furent traités comme des légendes spatiales, des histoires que se racontaient les pilotes de long courrier pour passer le temps dans les sauts hyperespace. Des vaisseaux fantômes aperçus aux confins des systèmes explorés. Des signaux radio qui ressemblaient à des équations mathématiques. Des sondes qui ne revenaient jamais de certains secteurs. Puis vinrent les analyses xéno-archéologiques. Sur 12 mondes différents, séparés par des années-lumière, les équipes de recherche découvrirent la même chose, des ruines. Pas humaines. Pas anciennes. Récentes, à l'échelle galactique. Des civilisations entières, effacées avec une précision chirurgicale. Leurs villes réduites en cendres géométriques. Leurs océans évaporés. Leurs étoiles siphonnées jusqu'à l'extinction. Le Conseil interstellaire refusa d'abord de voir l'évidence. Ils parlèrent de catastrophes naturelles, de guerres internes, d'effondrements civilisationnels. Mais le docteur Agnès Thiop, xénobiologiste de renom, révéla la vérité dans un rapport qui fit l'effet d'une bombe nucléaire diplomatique. Les 12 civilisations n'étaient pas mortes. Elles avaient été récoltées. C'était une certitude mathématique, gravée dans les isotopes résiduels, dans les signatures énergétiques, dans les motifs d'extraction qui se répétaient avec une constance terrifiante. Une présence silencieuse nous observait depuis le début, calculant, patientant, attendant que notre civilisation atteigne le seuil critique de maturité technologique. Jusqu'à ce que la récolte en vaille la peine. L'invasion ne commença pas par une déclaration de guerre. Pas de transmission, pas d'ultimatum, pas de chance de négocier ou de comprendre. Elle débuta simplement par une extinction. Le 14 mars 2247, 3 colonies cessèrent d'émettre en une seule nuit. Nouvelle-Oslo sur Europa. Le complexe minier de Charon. La station de recherche d'Encelade. 62 000 âmes, effacées entre 2 respirations. Le lendemain, 7 autres colonies se turent. En une semaine, l'humanité perdit 18 mondes. Le Titan, ce vaisseau forteresse qui n'était jadis qu'un simple extracteur minier reconverti pendant la Grande Récession, devint alors notre dernière ligne de défense. Notre seule arche dans le déluge. 2 kilomètres de long. Blindage en titane céramique de 3 mètres d'épaisseur. Une population de 12 000 âmes, militaires, scientifiques, réfugiés. La fleur de ce qui restait de l'humanité. Désormais, le vide nous regardait avec des yeux qui avaient vu naître et mourir des galaxies entières. Et pour la première fois depuis notre naissance dans les savanes africaines, nous décidâmes de soutenir son regard. Chapitre 1, l'incident des Icare 7. Station de relais Icare 7. Orbite haute de la géante gazeuse Typhon, à la frontière du système solaire. Le technicien Marcus Shepard fixait la lueur bleue de sa console avec l'expression absente de quelqu'un qui a effectué le même geste 10 000 fois. 23 ans de carrière dans les communications interstellaires. 23 ans à relayer des messages entre les colonies, à entretenir les amplificateurs quantiques, à vérifier que les paquets de données arrivaient à destination. Un travail solitaire. Rassurant dans sa routine. À côté de lui, une tasse de café refroidissait, oubliée près d'une vieille photo encadrée de la Terre. Sa femme était dessus. Ou plutôt, sa défunte femme. Cancer pulmonaire, 3 ans plus tôt. Il avait accepté ce poste isolé 6 mois après l'enterrement.
Fuir les souvenirs. Se perdre dans le silence de l'espace. Les scanners de proximité émettaient leur ping régulier. Ping. 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 Le battement de cœur mécanique de la station. Rien à signaler dans un rayon de 2 millions de kilomètres. Les tempêtes électromagnétiques de typhon produisaient leur habituelle symphonie de parasites. Marcus sirota son café froid en grimaçant. Il faudrait qu'il pense à réparer la cafetière de la cuisine. Le système de chauffage intégré au TAS était en panne depuis 2 semaines. C'est alors que l'univers se brisa. Le premier signe fut un frisson. Pas physique. Quelque chose de plus profond. Comme si la réalité elle-même avait tressailli. Les écrans vacillèrent. Les constantes quantiques sur son moniteur de navigation fluctuèrent de 0,003%. Impossible. Marcus se redressa, les doigts courant sur le clavier. Peut-être une anomalie gravitationnelle. Un micro-trou noir errant. Une éruption solaire exceptionnelle. Il lança une analyse complète. Puis l'espace se plia. À 3 km de la station, une déchirure d'un noir absolu s'ouvrit dans le tissu même de l'univers. Ce n'était pas un portail. C'était une blessure. Une violation des lois fondamentales de la physique. Les bords de la déchirure crépitaient d'une énergie pourpre qui n'apparaissait sur aucun spectre connu. Marcus resta paralysé, le souffle coupé, tandis que quelque chose émergeait de l'ouverture. Une frégate. Mais ce mot était insuffisant pour décrire l'horreur organique de ce vaisseau. Asymétrique, comme conçu par une intelligence qui ne comprenait pas ou ne se souciait pas des notions humaines de symétrie. Hérissé de pointes pourpres qui pulsaient avec une bioluminescence malade. Sa coque semblait vivante, ondulant comme une peau de serpent. Des capteurs qui ressemblaient à des yeux se braquèrent sur Icare 7. Il n'y eut aucune sommation. Aucun avertissement. Aucune tentative de communication. Une chose monta du vaisseau alien. Marcus n'eut pas le temps de comprendre ce que c'était avant que cela frappe la station. Un flash de lumière pourpre. Puis l'acier commença à s'effilocher. Marcus hurla, mais aucun son ne sortit. La décompression explosive avait déjà commencé. Les murs de la station se désintégraient au niveau moléculaire, se transformant en un brouillard de particules qui brillaient dans le vide comme de la poussière d'étoiles. Le métal se déchirait comme du papier brûlé. Les circuits explosaient dans des gerbes d'étincelles vertes et bleues. La tasse de café dériva devant ses yeux, tournoyant lentement. Le liquide formait une sphère parfaite, se cristallisant déjà dans le froid absolu du vide. La photo de sa femme se détacha du panneau et dansa dans l'air raréfié. Marcus essaya de l'attraper. Ses doigts se refermèrent sur le cadre. Puis l'air lui-même se cristallisa. L'oxygène se solidifiait dans ses poumons. Il sentit le froid atteindre son cœur, ralentir ses battements, figer le sang dans ses veines. Sa dernière pensée fut pour elle. Pour la Terre. Pour le simple bonheur d'un café chaud par un matin d'hiver. En un instant, Icare 7 ne fut plus qu'un nuage de poussière étincelante, dérivant dans l'orbite de Typhon comme un nouveau système d'anneaux éphémères. Puis, derrière la première frégate, des centaines d'autres déchirures s'ouvrirent. Des dizaines de vaisseaux de guerre émergèrent, leurs coques aliens brillant de cette même luminescence pourpre maladive. Des croiseurs. Des destroyers. Des porte-chasseurs gros comme des lunes. L'invasion venait de commencer. Chapitre 2 – Le poids du commandement. Le centre de commandement du Titan ressemblait à une cathédrale de métal et de lumière, un espace voûté de 15 mètres de haut traversé de câbles exposés et de conduites d'énergie. Les écrans holographiques flottaient dans l'air comme des vitraux numériques, projetant leur lueur bleu-blanc sur les visages tendus du personnel. Le commandant Alexandre Durand se tenait au centre de cette cathédrale, les mains posées sur la console tactique centrale, observant les flux de données défiler. 42 ans. Cheveux poivre et sel coupés courts réglementairement. Des rides profondes au coin des yeux, creusées par des années passées à fixer les écrans dans l'obscurité des passerelles de commandement. Une cicatrice fine sur la tempe gauche, souvenir d'un accident de décompression lors de sa première mission sur les chantiers orbitaux de Mars.
Le rapport des Icare 7 venait de tomber. Transmission coupée. Signal de détresse automatique. Puis plus rien. Silence total. Alexandre serra la mâchoire. Ce n'était pas le premier. Au cours des dernières 72 heures, 17 stations et colonies avaient cessé d'émettre. Les données étaient terrifiantes dans leur précision, les attaques suivaient un modèle. Les aliens ciblaient d'abord les relais de communication, isolant les colonies avant de les frapper. Une tactique militaire classique. Presque rassurante dans sa logique. Presque. Commandant, murmura le lieutenant Chen depuis sa station des communications. Nous recevons des transmissions de détresse d'Europa. Il signale des contacts hostiles en orbite basse. Alexandre hocha la tête sans quitter des yeux l'hologramme tactique. Europa. 75 000 habitants. Une des plus anciennes colonies, établie en 2187. Des familles entières y vivaient depuis 3 générations. Ordre d'évacuation générale. Toute la population vers les transporteurs. Priorité aux civils. Les militaires couvrent la retraite. Bien, commandant. Il sentit un regard posé sur lui. Cette sensation particulière, comme un point chaud entre les omoplates. Sous le terminal central, dans un enchevêtrement de câbles optiques et de circuits quantiques, le docteur Sophie Martel était à genoux, les mains plongées dans les entrailles lumineuses du projet Aegis. Le bouclier quantique. L'arme miracle qui devait les sauver tous. Sophie. 38 ans. Cheveux châtains attachés en queue de cheval négligée, des mèches échappées collées à son front par la transpiration. Des lunettes à monture fine perchées sur son nez. Un air perpétuellement concentré, comme si elle résolvait en permanence des équations dans sa tête. Ce qui, Alexandre en était certain, était probablement le cas. Docteur en physique quantique. Triple doctorat, en fait. MIT, Oxford, et l'Université interstellaire de Nouvelle-Genève. 11 publications majeures avant ses 30 ans. Un génie, selon tous les rapports. Une femme impossible à comprendre, selon son ex-mari. Une femme qu'Alexandre aimait avec une intensité qui le terrifiait parfois. Il ne s'était jamais dit les mots. Le protocole militaire l'interdisait formellement. Relations entre officiers de grades différents dans la même chaîne de commandement. Article 47, section 12 du Code militaire unifié. 5 ans de prison pour désertion du devoir en temps de guerre. Mais les mots n'étaient pas nécessaires. Pas avec Sophie. Leurs regards se comprenaient dans une langue que personne d'autre ne parlait. On ne peut pas accélérer la physique, Alex, dit-elle sans lever la tête, ses doigts manipulant un cristal quantique avec la délicatesse d'un chirurgien. Le noyau a besoin de se stabiliser. Les états de superposition doivent s'harmoniser. Si je force le processus, les matrices de cohérence s'effondrent et on se retrouve avec un trou noir miniature au cœur du vaisseau. Alexandre s'approcha, contournant 2 techniciens qui vérifiaient les conduites de refroidissement. L'odeur de Sophie, ce mélange subtil de savon neutre standard de la flotte et de métal froid, était la seule chose qui le rattachait encore à la normalité. À l'idée qu'il y avait encore quelque chose à protéger dans cet univers qui s'effondrait. Sophie, si ce bouclier échoue, le titan ne sera qu'un cercueil de fer de plus dans le vide. Elle se redressa enfin, s'essuyant le front du revers de la main. Une trace de graisse lubrifiante barrait sa joue. Ses yeux, d'un vert profond qui lui rappelait les forêts de pin de son enfance en Suisse, croisèrent les siens avec une intensité qui remplaçait tous les mots d'amour jamais écrits. Il n'échouera pas, répondit-elle, sa voix portant cette conviction absolue qu'elle réservait à la science. J'ai mis tout ce qu'il nous reste dans ces équations. Chaque calcul. Chaque hypothèse. Chaque prière à un Dieu auquel je ne crois même pas. Ce bouclier fonctionnera, Alex. Il le doit. Un officier de pont interrompit leur silence. Le sous-lieutenant Kowalski, 24 ans, fraîchement sorti de l'académie. Ses mains tremblaient légèrement. Commandant, nous recevons un signal. Alexandre se retourna, la bulle d'intimité crevée comme une fenêtre de station sous décompression. Origine ? C'est,
C'est une fréquence alien, commandant. Cryptée, mais nos ordinateurs ont réussi à la décoder. C'est en anglais standard. Elle demande à vous parler personnellement. Le centre de commandement se figea. Tous les regards convergèrent vers Alexandre. Elle ? Interrogea-t-il, le cœur battant soudain plus vite. Kowalski déglutit. La transmission se présente comme la capitaine Zara de la flotte expéditionnaire de la Ligue des Ombres. Elle dit qu'elle a des informations cruciales. Elle dit qu'elle veut faire défection. Le silence qui suivit fut si profond qu'Alexandre entendit le bourdonnement des refroidisseurs quantiques. Affichez-la à l'écran, dit-il enfin. Chapitre 3, le visage de l'ennemi. L'image qui apparut sur l'écran principal défia toutes les attentes. Zara n'était pas un monstre. Pas un insecte géant. Pas une horreur tentaculaire sortie des cauchemars de Lovecraft. Elle était presque humaine. Presque. Sa peau avait la couleur et la texture de l'obsidienne polie, brillant doucement sous l'éclairage de sa passerelle. Ses traits étaient anguleux, comme sculptés par un artiste abstrait, des pommettes hautes et tranchantes, un menton pointu, un front légèrement plus large que les proportions humaines. Ses yeux étaient entièrement noirs, sans blanc ni pupille visible, mais Alexandre pouvait sentir l'intelligence qui brûlait derrière. Elle portait une armure de combat qui semblait faire corps avec sa peau, des plaques organiques d'un violet profond qui s'emboîtaient avec une précision organique. Du sang bleu coulait d'une blessure à sa tempe, traçant une ligne brillante sur sa joue. « Commandant Durand », dit-elle, et sa voix était une surprise de plus, grave, mélodieuse, teintée d'un accent qu'Alexandre ne parvenait pas à placer. « Je m'appelle Zara de la Maison des Lames Silencieuses. Je suis capitaine d'une escorte rapide de la 5e vague d'assaut. Et je souhaite trahir mon peuple. » Derrière Alexandre, quelqu'un inspira brusquement. Sophie s'était approchée, les yeux fixés sur l'alien avec une fascination scientifique évidente. « Pourquoi devrais-je vous croire » demanda Alexandre, sa voix restant neutre malgré la tempête d'émotion dans sa poitrine. Zara inclina légèrement la tête, un geste qui ressemblait étrangement à un sourire humain. « Parce que dans 43 minutes, la flotte principale de la Ligue émergera à 200 000 km de votre position. 217 vaisseaux de guerre. 6 millions de combattants. Des armes à décohésion moléculaire capables de liquéfier un croiseur en 3 secondes. L'amiral Korgat lui-même mène l'assaut. Votre vaisseau sera détruit. Votre espèce sera moissonnée comme toutes celles qui vous ont précédé. » Elle marqua une pause. « À moins que vous n'acceptiez mon aide. » Alexandre croisa les bras. « Quelle aide ? Un alien solitaire contre une flotte ? C'est du suicide. » « Pas solitaire, » corrigea Zara. « J'ai avec moi 17 vaisseaux. Des capitaines qui croient encore en l'honneur du premier code, avant que notre civilisation ne devienne une machine à récolter. Et j'ai quelque chose de plus précieux encore, les fréquences de synchronisation des boucliers de la flotte. » Sophie s'avança brusquement, incapable de se retenir. Les boucliers des vaisseaux de la Ligue fonctionnent par résonance harmonique quantique. Si on connaît la fréquence exacte, vous pouvez créer une onde d'annulation, termina Zara. Effondrer tous les boucliers simultanément. Leurs coques seront nues. Vulnérables. Alexandre étudia l'alien. Chaque instinct militaire hurlait que c'était un piège. Mais quelque chose dans les yeux noirs de Zara, quelque chose dans la blessure à sa tempe et le sang bleu qui continuait de couler. « Pourquoi » demanda-t-il simplement. « Pourquoi trahir votre propre peuple ?» Pour la première fois, Zara détourna le regard. Ses doigts se crispèrent sur la coudoir de son siège de commandement. « Parce que j'ai vu ce que nous sommes devenus. Nous étions autrefois une civilisation de philosophes et de guerriers poètes. Nous écrivions des épopées sur l'honneur du combat, sur la beauté de l'adversaire vaincu avec respect. Maintenant, nous ne sommes que des bouchers. Nous massacrons des colonies sans défense. Nous liquéfions des enfants dans leur berceau. L'amiral Korgat a oublié le premier code. Il a oublié que même dans la guerre, il doit y avoir de l'honneur. » Elle releva la tête, et Alexandre vit quelque chose dans ses yeux noirs qui ressemblait terriblement à des larmes. « Ma fille était scientifique.
Elle étudiait vos transmissions, vos arts, votre littérature. Elle était fascinée par votre capacité à créer de la beauté malgré votre courte existence. Elle voulait vous contacter. Établir un dialogue. Sa voix se brisa légèrement. Corgat l'a exécuté pour trahison. Devant moi. Devant tout l'état-major. Comme exemple. Le silence dans le centre de commandement était absolu. Alors je vais détruire sa flotte, continua Zara. Ou mourir en essayant. Mais je préférerais vivre. Votre aide augmenterait considérablement mes chances. Alexandre échangea un regard avec Sophie. Puis avec le lieutenant Chen. Avec le capitaine Rodriguez, son officier tactique. Un par un, ils hochèrent la tête. Envoyez-moi les fréquences, dit Alexandre. Et que Dieu ait pitié de nous tous. Chapitre 4, la bataille décisive. L'oxygène du centre de commandement avait un goût de métal et d'ozone, comme toujours avant une bataille. L'adrénaline changeait la chimie de l'air, ou peut-être étaient-ce juste les systèmes de recyclage poussés au maximum. Sous les bottes d'Alexandre Durand, le pont vibrait. Les réacteurs principaux fonctionnaient à 113% de leur capacité nominale. Le chef mécanicien avait protesté, évoquant des risques de fusion du cœur. Alexandre avait répondu qu'une fusion du cœur était préférable à une désintégration moléculaire. Sur l'holomap central, une nuée de points ambrés déferlait du vide intersidéral. La flotte de la Ligue. 217 signaux, comme prévu. Une marée géométrique, froide et implacable. Ils se déplaçaient en formation parfaite, une chorégraphie martiale que des millénaires de conquête avaient perfectionnée. Au centre de la formation, un signal plus gros que les autres. Le vaisseau amiral. Corgat. Distance, 180 000 km et elle diminue, annonça Rodriguez. Vitesse d'approche, 0.35 c. Impact estimé dans 32 minutes. Silence sur le pont. La voix d'Alexandre n'était pas forte. Elle n'avait pas besoin de l'être. Elle trancha net le chaos des rapports de dommages, des calculs balistiques, des prières murmurées. Alexandre ne regardait pas les écrans. Il observait le reflet de Sophie Martel dans la surface vitrée de sa console tactique. Elle ne tremblait pas. Ou, du moins, elle refusait de le montrer. Penchée sur le noyau de l'interface quantique, ses doigts dansaient sur des lignes de code qui défilaient comme une pluie de néon vert sur fond noir. Les fréquences de Zara avaient été intégrées dans le système Aegis. Sophie les avait vérifiées 3 fois. 4 fois. 5 fois. Les mathématiques étaient correctes. Elles devaient l'être. Mais la physique quantique était capricieuse. Une variable inconnue, une fluctuation dans le vide quantique, et toute l'opération s'effondrerait comme un château de cartes dans une tempête. Sophie. Il s'approcha, contournant 2 officiers qui vérifiaient les systèmes d'armement. Il ne prit pas sa main. Le protocole et l'urgence l'interdisaient. À la place, il posa une main ferme sur le dossier de son siège, un point d'ancrage dans la tempête qui approchait. Le déphasage est instable, dit-elle, la voix rauque de fatigue. 2 jours sans sommeil se lisaient dans les cernes sous ses yeux. Si je lance l'impulsion trop tôt, les matrices de cohérence ne seront pas complètement synchronisées. On pourrait créer une cascade de résonance destructrice. Le titan s'éparpillerait en atomes sur 3 dimensions différentes. Alexandre fixa la première vague de destroyers ennemis qui se détachaient de la formation principale. Ils ouvraient déjà le feu. Des lances de plasma pourpre traversaient le vide, laissant des traînées de particules ionisées dans leur sillage. « Je ne te demande pas d'être prête, dit-il doucement. Je te demande de nous donner une chance. Juste une chance. C'est tout ce dont nous avons besoin. » Sophie s'arrêta une demi-seconde. Leurs regards se croisèrent dans le reflet de la console. Ce n'était pas une promesse. C'était l'acceptation silencieuse d'un prix qu'ils devraient peut-être payer. Leur vie. Leur rêve. Leur impossible amour. « Tu l'auras, murmura-t-elle. Puis l'enfer se déchaîna.
Chapitre 5 – L'effondrement du vide. L'espace s'embrasa de lances de plasma pourpre qui lacéraient le noir comme des griffes de lumière. Le Titan manœuvrait de toute la puissance de ses propulseurs, une danse désespérée pour éviter les tirs de barrage. Mais il était trop gros. Trop lent. Conçu pour l'extraction minière, pas pour le combat spatial. Le premier impact frappa le flanc tribord. L'onde de choc traversa le vaisseau comme un coup de poing titanesque. Des officiers furent projetés contre les cloisons. Rodriguez s'écrasa contre son terminal dans une gerbe d'étincelles. Les alarmes de décompression explosive hurlèrent, leurs sirènes se mêlant aux cris des blessés. Bouclier à 22%. Cria Kowalski, du sang coulant d'une coupure au front. Perte d'intégrité structurelle sur les ponts inférieurs. Section Delta 7 à Delta 12 en décompression. Scellement automatique des cloisons étanches, ordonna Alexandre, s'agrippant à sa console pour rester debout. Évacuation des sections compromises. Un deuxième impact. Un troisième. Le Titan encaissait les coups comme un boxeur sonné contre les cordes, ses boucliers s'effritant sous l'assaut méthodique de la flotte alien. Commandant. Les destroyers encerclent notre position. Alexandre fixa l'hologramme tactique. 50 vaisseaux ennemis les entouraient maintenant, resserrant le piège. Dans 15 minutes, peut-être 20, les boucliers s'effondreraient complètement. Puis les coques. Puis tout le reste. Sophie, on n'a plus le temps. Je sais. Elle tapait comme une possédée, ses doigts volant sur le clavier holographique. Des équations complexes défilaient sur son écran, des matrices de nombres qui représentaient la différence entre la survie et l'annihilation. C'est alors qu'une fréquence parasite satura les communications. L'écran principal grésilla, l'image vacilla, puis un visage apparut. Zara. Mais elle n'était plus sur la passerelle de son vaisseau. Elle se tenait dans ce qui ressemblait à une salle des machines, entourée de flammes bleues et de conduites éventrées. Sa tempe saignait plus abondamment maintenant. Son armure était fissurée en plusieurs endroits, révélant une peau d'obsidienne striée de veines bleues. « Commandant Durand, dit-elle, haletante. Le signal de ma balise de localisation est maintenant verrouillé sur le réacteur principal du vaisseau mère. Mes canons sont pointés sur nos propres générateurs de boucliers. Quand vous lancerez votre impulsion quantique, je créerai une brèche dans les défenses de Korgat. » Le silence tomba dans le centre de commandement. « Vous allez mourir, » dit simplement Alexandre. Le sourire de Zara était terrible et beau à la fois. « Nous allons tous mourir un jour, commandant. Autant que ce soit pour quelque chose qui en vaut la peine. »« Pourquoi ?» demanda Alexandre, la voix rauque. « Pourquoi faire ça ? Vous ne nous devez rien. »« Parce que l'honneur n'est pas une équation, » répondit Zara. « C'est un choix. Et parce que l'amiral Korgat a oublié le sens de la justice. Du sacrifice. De tout ce qui faisait de nous plus que des prédateurs cosmiques. » Son image grésilla, secouée par les impacts ennemis sur son vaisseau. « Ma fille aimait votre musique. Particulièrement un compositeur appelé Bach. Elle écoutait ses fugues pendant des heures. Elle disait que vos mathématiques et vos arts se rejoignaient dans quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Elle disait que c'était beau. » Une explosion secoua sa passerelle. Des étincelles jaillirent derrière elle. « Dites à mon peuple que certains d'entre nous se souvenaient encore du premier code. Dites-leur que nous avons essayé. Maintenant. » Rugit Alexandre, sa voix déchirant l'air. Sophie frappa la commande finale. Le noyau quantique du projet Aegis s'illumina comme une étoile naissante. Une lumière azurée, pure et terrible, jaillit du cœur du Titan, se propageant dans toutes les directions à la vitesse de la pensée. Une onde de distorsion quantique balaya l'espace. Ce n'était pas une arme conventionnelle. C'était une réécriture locale des lois fondamentales de la physique. Pendant exactement 3 secondes, dans un rayon de 2 millions de kilomètres, les constantes quantiques qui permettaient l'existence des boucliers énergétiques cessèrent simplement d'être vraies. Les boucliers de la flotte de la Ligue s'éteignirent comme des bougies sous un ouragan. 217 vaisseaux de guerre, soudain nus et vulnérables.
Et dans cet instant de vulnérabilité parfaite, Zara fit feu. Ses canons à plasma perforèrent les générateurs de boucliers de son propre vaisseau. La rétroaction énergétique se propagea à travers les systèmes de distribution de puissance de la flotte, une cascade de défaillance qui se répandit comme un virus numérique. Les vaisseaux les plus proches de Zara explosèrent immédiatement, leurs réacteurs surchargés transformant la matière en énergie pure. Puis le vaisseau de Zara lui-même se désintégra dans une boule de feu bleu et pourpre, belle et terrible, comme une fleur mortelle s'épanouissant dans le vide. Toutes les batteries, feu à volonté! Hurla Alexandre. Les canons du Titan ouvrirent le feu. Les missiles jaillirent de leurs tubes de lancement. Les torpilles quantiques tracèrent leur trajectoire mortelle. Sans leurs boucliers, les vaisseaux de la Ligue n'étaient que des cibles. L'espace devint un enfer de lumière et de destruction. Chapitre 6, le sanctuaire de l'amiral. Le vaisseau mère titubait dans le vide comme un géant blessé. Ses flancs étaient lacérés, ses tourelles réduites à des moignons fumants. Mais il tenait encore. Et à son bord se trouvait Korgat. Préparation de l'équipe d'abordage, ordonna Alexandre. Je mène la pointe. Sophie se retourna brusquement, les yeux écarquillés. Quoi? Non. Alex, c'est du suicide. Envoie les marines, envoie les forces spéciales, n'importe qui sauve toi. Il la regarda. Vraiment la regarda. Comme si c'était la première et la dernière fois. Si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre devra le faire. Et je refuse d'envoyer quelqu'un là où je n'irai pas moi-même. Il s'approcha, assez près pour sentir son odeur, pour voir les paillettes dorées dans ses yeux verts. Si je ne reviens pas. Tu vas revenir, l'interrompit-elle, sa voix tremblant pour la première fois. Tu m'entends, Alexandre Durand? Tu vas revenir parce que j'ai passé 3 jours sans dormir sur ce foutu bouclier et je refuse absolument de perdre la seule personne qui comprend mes blagues sur la mécanique quantique. Il sourit. Un vrai sourire, le premier depuis des jours. Tes blagues sont terribles. Je sais. C'est pour ça que tu m'aimes. Le centre de commandement s'était figé. Tout le monde les regardait. Tout le monde savait maintenant. L'article 47, section 12 n'avait plus d'importance. Plus rien n'avait d'importance sauf cet instant. Alexandre prit sa main. La pressa contre sa poitrine, là où son cœur battait comme un tambour de guerre. Quand je reviendrai, dit-il, on aura une conversation. Une vraie conversation. Sur nous. Promis? Promis. L'abordage fut un chaos de fumée, de décharges à impulsion et d'acier hurlant. Alexandre menait 12 marines d'élite à travers les coursives éventrées du vaisseau amiral. Son armure de combat était couverte de suie et de sang bleu alien. Son fusil à plasma fumait encore de la dernière escarmouche. Les aliens se battaient avec un désespoir féroce. Ils savaient que c'était la fin. Que leur empire millénaire s'effondrait dans les flammes. Certains se rendaient. D'autres chargeaient en hurlant des imprécations dans leur langue gutturale. Sur la passerelle du vaisseau mère, la gravité artificielle vacillait. Des corps flottaient dans l'air, aliens et humains mélangés dans la mort. Des étincelles jaillissaient des consoles éventrées. Un incendie bleu brûlait dans un coin, se nourrissant d'une atmosphère riche en oxygène. Korgat l'attendait au centre de la passerelle. Ce n'était pas seulement un géant. C'était une montagne de muscles recouverte de plaques cybernétiques. 3 mètres de haut. Une tonne de biomasse et de métal. Sa peau d'obsidienne était striée de cicatrices anciennes, chacune racontant une victoire, une conquête, un monde moissonné. Ses yeux noirs brillaient d'une intelligence cruelle et ancienne. Il tenait une lame à haute fréquence, longue de 2 mètres, qui vibrait avec un bourdonnement grave. La lame était couverte de runes aliens qui brillaient d'une lumière pourpre malade. Ton espèce s'accroche à l'existence avec une pathétique insistance, dit Korgat, sa voix résonnant comme le grondement d'un séisme. Vous êtes des insectes. Des parasites infestant des mondes qui ne vous appartiennent pas. Nous vous moissonnons parce que c'est l'ordre naturel de l'univers. Les forts consument les faibles. Toujours. Alexandre leva son fusil.
Tira. Le plasma frappa Korgat en pleine poitrine. L'amiral alien ne broncha même pas. Ses plaques cybernétiques absorbèrent l'impact, dissipant l'énergie en un éclair d'étincelles bleues. Pathétique, cracha Korgat. Le duel qui suivit fut brutal. Sans grâce. Sans art martial. Une lutte de survie pure, animale, désespérée. Korgat se déplaçait avec une vitesse improbable pour sa taille. Sa lame vrombissait, fendant l'air, ratant Alexandre de quelques centimètres. Le commandant roula sur le côté, tira de nouveau. Rata. La main cybernétique de Korgat jaillit, l'attrapa à la gorge, le souleva du sol comme un enfant soulevant une poupée. Les doigts métalliques se refermèrent. Alexandre sentit sa trachée se comprimer. Sa vision commença à se rétrécir, un tunnel noir rongeant les bords de sa perception. Tu meurs comme tous les autres, humains. Dans la terreur et l'impuissance. Korgat le projeta contre le réacteur de secours. Alexandre s'écrasa dans un bruit de métal froissé et d'os craquant. Quelque chose se brise. Sophie se tenait dans l'embrasure de la porte éventrée, son uniforme de scientifique déchiré et taché de sang. Elle tenait un fusil d'assaut qu'elle avait manifestement volé à un marine mort. Le canon fumait encore. « Éloignez-vous de lui » siffla-t-elle. Korgat rit. Un son horrible, grinçant, comme des plaques tectoniques se frottant l'une contre l'autre. Une autre insecte venue mourir. Il fit un pas vers elle. Une seconde suffit. Alexandre récupéra son arme. Visa. Tira. Le tir frappa Korgat à la base du crâne, là où les plaques cybernétiques ne protégeaient pas complètement. Le plasma perça la peau d'obsidienne, brûla à travers les vertèbres aliens. Korgat s'effondra comme une tour qui s'écroule. Son corps titanesque percuta le sol dans un bruit de tonnerre. Le silence tomba sur la passerelle. Alexandre se releva péniblement, une main pressée contre ses côtes cassées. Sophie courut vers lui, lâchant le fusil, le soutenant avant qu'il ne s'écroule. « Espèce d'idiot » pleura-t-elle. « Espèce de crétin suicidaire. Je t'avais dit de ne pas y aller seul. » « Je n'étais pas seul, » murmura-t-il, souriant malgré la douleur. « Tu étais là. » Autour d'eux, la flotte de la Ligue se rendait. Un par un, les vaisseaux aliens coupaient leurs moteurs, larguaient leurs armes, envoyaient des signaux de capitulation. Sans Korgat, sans leur commandant suprême, leur volonté de combattre s'était effondrée. L'humanité avait gagné. Mais à quel prix? Chapitre 7, le silence d'après-guerre. Le silence qui suivit la destruction du vaisseau mère fut plus assourdissant que la bataille elle-même. C'était un silence habité par les fantômes. Par les 143 000 âmes perdues dans l'invasion. Par Marcus Shepard et sa tasse de café. Par Zara et sa fille qui aimait Bach. Sur le pont d'observation du Titan, Alexandre et Sophie regardaient les débris dérivés. Des fragments de coques aliens et humaines, mélangés dans la mort comme ils ne l'avaient jamais été dans la vie. Des cristaux de glace formés par l'air et les fluides corporels évacués dans le vide. Des panneaux solaires déchiquetés qui captaient encore la lumière lointaine des étoiles. C'était beau, d'une certaine façon. Terrible et beau. Alexandre ne fit aucun discours. Il n'avait plus de mots. Tous les discours militaires de l'histoire, toutes les belles phrases sur le sacrifice et l'honneur, sonnaient creux maintenant. Il s'adossa simplement à la rambarde, sentant le métal froid contre son dos, sentant chaque respiration tirer sur ses côtes cassées. Sophie s'approcha. Son épaule effleura la sienne. Un point de contact, léger et précieux. « On a réussi » murmura-t-elle. « Non » répondit Alexandre doucement. « On est encore là. C'est différent. » Elle posa sa tête contre son épaule. Il passa un bras autour d'elle, l'attirant contre lui. Le protocole militaire pouvait aller au diable. L'article 47, section 12 pouvait brûler avec le reste de l'univers. « Je t'aime » dit-elle. « Ça fait 3 ans que je veux te le dire. 3 ans à trouver des excuses pour venir au centre de commandement.
3 ans à inventer des problèmes techniques inexistants juste pour pouvoir te parler. Alexandre sourit, sentant des larmes brûler au coin de ses yeux. Je sais. Je sais depuis le début. J'étais juste trop lâche pour le dire moi aussi. Ils s'étreignirent. Pas comme des héros. Pas comme les sauveurs de l'humanité. Mais comme deux survivants trouvant un abri dans l'immensité du vide. Deux âmes fragiles s'accrochant l'une à l'autre dans un univers qui avait révélé sa vraie nature, indifférente, cruelle et infiniment solitaire. Mais ils n'étaient pas seuls. Pas tant qu'ils se tenaient ensemble. Épilogue, l'horizon de verre. 3 mois plus tard. Le Titan dérivait au milieu d'un cimetière de métal transformé en mémorial. Des milliers de plaques commémoratives flottaient dans l'espace, chacune portant le nom d'une victime de l'invasion. Elles captaient la lumière du soleil, créant une constellation artificielle de souvenirs. Sur le pont d'observation rénové, Alexandre et Sophie regardaient les derniers débris ennemis se consumer dans l'atmosphère de Mars. La planète rouge brillait sous eux, ses calottes polaires étincelant comme des diamants. Des navettes de construction allaient et venaient, transportant des matériaux pour la reconstruction. Nouvelle Oslo se relevait de ses cendres sur Europa. Les mines de Charon redémarraient. L'humanité guérissait, lentement, douloureusement. Leurs mains se frôlèrent. Puis s'entrelacèrent. Ses doigts trouvèrent leur place entre les siens comme s'ils avaient toujours été destinés à s'y trouver. « On fait quoi maintenant » demanda Sophie. Alexandre leva les yeux vers les étoiles. Elles ne semblaient plus menaçantes maintenant. Elles étaient redevenues ce qu'elles avaient toujours été, des destinations. Des possibilités. Des rêves à portée de main. On reconstruit, dit-il. On se souvient. On honore ceux qui sont tombés. Il se tourna vers elle, et ses yeux verts captèrent la lumière de Mars comme des émeraudes liquides. Et on vit. On vit pour tous ceux qui ne le peuvent plus. On construit un avenir qui vaut la peine d'avoir été sauvé. Sophie sourit. Un vrai sourire, le premier depuis si longtemps. Ensemble ? Ensemble, confirma Théil. Et quelque part dans le vide, dans les profondeurs de l'espace où les échos voyagent éternellement, peut-être que Zara entendait. Peut-être que sa fille entendait. Peut-être que Marcus Shepard et son café froid entendaient. L'humanité avait survécu. Pas indemne. Pas inchangée. Mais vivante. Et dans un univers indifférent, c'était un triomphe. L'écho des cendres résonnait encore. Mais il parlait maintenant d'espoir. Fin de l'histoire.